Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement? C'est bon? Super. Bon, on va démarrer dans une petite minute, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Bon bah nickel, ça le comble. C'est bon, vous vous installez? Allez, encore une personne et c'est parti. Ouais, elle sera partagée et puis il y aura un replay vidéo aussi. Vous pouvez la regarder 100 fois en rentrant à la maison. J'en doute pas. C'est parti. Bon, bah, bonjour à tous. Merci de votre présence sur cette conférence autour de ce qu'on appelle chez nous Design for Tomorrow et plus génériquement la recyclabilité et l'éco-conception des objets connectés. Donc moi-même, je suis Thomas Gauthier, un des associés dirigeants du groupe Altior. Et je suis accompagné aujourd'hui pour cette conférence de Bastien Spinella, qui est notre expert donc éco-conception et éco-fabrication. Donc chez Altior, on est des fabricants de produits. On ne fabrique pas des cartes électroniques, on ne fabrique pas des pièces plastiques, on ne fabrique pas du packaging, on fabrique du produit dans sa globalité. Et dans notre démarche d'éco-conception et d'éco-fabrication, c'est la même chose. On ne va pas regarder un seul composant du produit, on va regarder le produit dans sa globalité pour pouvoir apporter, notamment dans les phases de conception, mais aussi dans les phases de fabrication, des solutions concrètes pour réduire l'empreinte carbone des produits. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et tout ce qu'on va discuter là pendant cette conférence et plus tard sur notre stand si vous voulez, c'est vraiment des choses concrètes, pas des choses prospectives pour le futur, mais des choses qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant, dès aujourd'hui, sur des projets concrets et des projets qui sont déjà en cours chez Altior. Donc déjà, pour vous présenter un peu les grandes lignes de tout ça, Bastien va vous parler un peu du cadre législatif autour de ces sujets. Voilà, merci Thomas. Donc effectivement, au niveau du cadre législatif, ce qui va entourer les objets connectés, il ne va pas y avoir tant que ça. On peut parler de la loi AGEC qui est autour de l'économie circulaire, avec des objectifs sur la recyclabilité des matières plastiques, avec un objectif par exemple de 100%, d'atteindre 100% des plastiques recyclés en France d'ici 2025. Donc voilà, il reste encore un petit peu de chemin là-dessus. Mais au niveau du domaine électronique, on peut aussi parler de l'indice de réparabilité qui est obligatoire sur certains produits depuis le début de l'année. Donc par exemple, quand vous faites une télé, un ordinateur ou une machine à laver, depuis le début de l'année, on est obligé d'apposer un indice de réparabilité qui va venir noter la facilité ou non du démontage et de la réparabilité du produit. Donc, pour évaluer en fait l'impact écologique d'un produit et aussi et surtout parce que c'est le sujet du moment, son bilan carbone, c'est important d'étudier son cycle de vie. Et chez Altior, on a cette chance, c'est qu'on a développé des dizaines et des dizaines, voire des centaines de produits depuis maintenant plus de 10 ans où on développe des objets connectés. Donc on a pu mener énormément d'analyses de cycle de vie qui vont nous permettre de savoir sur quelles métriques il va falloir jouer pour réduire l'empreinte carbone d'un produit, d'un projet. Donc en intro, déjà, Bastien va vous présenter un peu ce que c'est une analyse de cycle de vie et quel type de métriques une analyse de cycle de vie, qui est quelque chose d'extrêmement normé, nous permet d'accéder. Donc voilà, analyse de cycle de vie ou bien ACV. Donc chez Altior, on propose ça maintenant à nos clients. On en fait parce que on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui faisaient du produit n'étaient pas conscients de l'impact environnemental de ce produit et aussi n'étaient pas conscients d'où se situait l'impact. Donc en fait, l'ACV, c'est un outil qui va nous permettre de modéliser un produit entier,
Donc quand je dis entier, ça va être dans notre cas des produits électroniques. Donc on va modéliser toute la carte électronique, toute la partie plastique. Et on va regarder les impacts en fait de la fabrication de la matière, l'extraction des matières premières, leur transformation en plastique par exemple, en granulé. Ensuite, la transformation du process d'injection. Toutes ces choses-là rentrent en compte. On regarde aussi les étapes de transport. On regarde ensuite ce qui est nécessaire à l'installation du produit et aussi pendant son utilisation. Donc, par exemple, si pendant le cycle de vie, le produit a besoin de piles, s'il fonctionne sur secteur, on va intégrer tout ça dans le logiciel et ça va nous ressortir les impacts qui sont liés à ces phases-là. Et également la phase de fin de vie, parce que voilà, tous les produits qu'on fait, quand ce sont des produits électroniques, ils suivent une filière D3E. Donc ils sont gérés à part des flux poubelles jaunes ou autres qu'on peut avoir à la maison. Donc voilà, et puis à l'écran, vous avez un exemple de résultat sur une ACV. Donc ça, c'est un produit assez simple, c'est une télécommande connectée qui est fabriquée en Europe. Et en fait, faire cette ACV, c'est un exercice important parce que souvent, quand on se dit qu'on veut réduire le bilan carbone de notre produit ou réduire son impact, on va se dire il faut que je réduise mes transports. Il faut éviter de faire de la distance. Alors qu'en fait, on se rend compte très vite que l'impact de la fabrication, il est aussi extrêmement important. Donc fabrication, c'est les matières, la transformation des matières et donc toute la partie électronique aussi qui est impactante à ce niveau-là. Et donc on va en parler tout de suite après. Une manière efficace et qu'on propose pour réduire ces impacts-là liés à la fabrication, c'est ce qu'on fait autour des matières plastiques recyclées. Donc le recyclage, c'est quelque chose dont on entend parler un peu, que chez nous on pousse. En fait, on a une grosse volonté d'avancer là-dessus. On a mis en place une boucle de recyclage. Donc on récupère des produits qui sont en fin de vie, des produits électroniques. Donc on récupère la partie plastique et on va venir recycler cette matière pour la réinjecter dans de nouveaux produits. Donc en fait, chez Altior, on a d'ailleurs beaucoup accéléré là-dessus depuis fin 2020, début 2021, jusqu'à aujourd'hui atteindre 67% depuis le début de l'année de la matière plastique qui a été injectée pour nos clients était de la matière plastique recyclée. Donc aujourd'hui, voilà, on est aux 2 tiers quasiment de notre utilisation qui est sur de la matière plastique recyclée. Donc là, vous avez une boucle sur laquelle on a travaillé depuis quelques années maintenant pour la mettre en place. Donc c'est une boucle qui est en France. Donc on travaille avec des partenaires français pour effectuer cela. Donc au milieu, vous avez en fait le cycle de vie du produit. Un produit qui va arriver, un produit électronique qui est chez l'utilisateur, donc en fin de vie, qui est renvoyé. Vient ensuite une étape de démantèlement qu'on peut aussi gérer pour justement récupérer juste le plastique qui nous intéresse. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, j'annonçais un objectif de 100% plastique recyclé d'ici 2025. Aujourd'hui, sur tout le flux plastique, on est à peu près à 30% en France. Et quand on regarde la filière des 3E avec les matières un peu techniques qu'on peut utiliser nous, c'est pas beaucoup. On a du mal à recycler. Donc aujourd'hui, on a mis ça en place pour récupérer certains flux et leurs matières qui sinon auraient certainement été soit incinérées, soit enfouies. Donc une fois qu'on a réussi à avoir ces matières, ces plastiques, ces pièces plastiques propres, sans électronique ou le moins de pollution possible, on fait un broyage de la matière pour récupérer des morceaux plus ou moins gros. Dans le même temps, on arrive avec des gros aimants à éliminer une partie du métal qui peut rester ou d'autres pollutions qu'on essaye de retirer à ce moment-là. Ensuite, avec cette matière broyée, ce qu'on fait, c'est qu'on la passe dans des très grands silos, comme des silos à grains en fait, mais qui permettent d'homogénéiser la matière et de proposer des lots d'une quantité plus importante qui sont stables et qui sont répétables entre eux en fait, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a homogénéisé une grande quantité de matière, on passe à l'extrusion où là on refait des petits granulés de matière plastique. Et donc, d'apparence, ce plastique recyclé,
quand il sort de cette boucle, il est quasi identique à de la matière vierge, parce qu'on lui redonne vraiment une forme standard qui peut être utilisée par un injecteur classique, normal, pour injecter des nouveaux produits. Donc en fait, cette maîtrise d'une boucle qu'on a mise sur pied, elle nous permet de proposer des matières de très bonne qualité. En fait, on propose à nos clients des matières plastiques recyclées qui sont transparentes, qui sont blanches. Donc on a souvent des a priori sur les plastiques recyclés, avec des défauts d'aspect, déjà que du noir. Enfin, certains pensent qu'on peut faire que du noir. C'est pas vrai, dans la mesure où on arrive à bien gérer notre flux et à bien gérer le tri, le démontage dans certains cas. Ouais. Donc là, on a l'exemple d'un de nos clients pour lequel on est en train de qualifier le produit pour passer sur de la matière plastique recyclée. Donc c'est un produit assez volumineux. Donc en fait, dans notre processus normal et standard de développement, on a toujours une phase très importante qui est la qualification du produit, donc tester qu'il répond bien au cahier des charges et aux contraintes qui ont été définies en amont. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de s'assurer que la matière plastique ne pose pas de problème à l'utilisation du produit pendant sa durée de vie. Donc c'est pour ça que le pourcentage n'est pas encore défini, mais si tout fonctionne, on pourra avoir un produit donc, qui est pourtant un produit esthétique, un produit qui va être grand public, qui contient jusqu'à 95% de matière plastique recyclée, avec, donc voilà, ça représente jusqu'à entre 3 et 5 kilos de matière par produit. Et puis on parlait avant de la CV. Pour chaque kilogramme de plastique recyclé qu'on utilise et qu'on injecte dans un produit, on évite environ entre 3 et 4 kg de CO2 émis dans le cycle de vie produit. Donc en fait, voilà, c'est des gains qui très vite vont chiffrer en tonnes de CO2 économisées à l'heure actuelle, où on sait que chaque tonne en fait, va contribuer au réchauffement climatique. Je voulais revenir rapidement sur... On m'entend? Ouais, c'est bon. Je voulais revenir rapidement sur un point de la boucle de recyclage, c'est l'étape de démantèlement. Donc Bastien en a parlé. Et c'est là aussi où l'éco-conception, elle intervient. C'est que demain, si vous voulez que votre produit puisse être facilement démantelé, il faut qu'il ait été conçu dans une démarche de démantèlement. Donc éviter des cols, éviter ce genre de choses, favoriser des clips qui peuvent se déclipper facilement, parce que l'étape de démantèlement, elle peut être rédhibitoire à la recyclabilité d'un produit. Si c'est beaucoup trop compliqué de démanteler un produit, ça va faire exploser les coûts, ça va faire exploser le prix de la matière, et donc ça va perdre l'intérêt de cette boucle de recyclage. Donc dans ces phases en amont de design, on peut déjà se poser la question du cycle de vie du produit et de son éventuel démantèlement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants et sur lesquels il faut être très vigilant dans la conception du produit. Je voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Donc là, on a parlé, on fait ces analyses de cycle de vie qui sont des choses extrêmement normées. Hein. Ce n'est pas des choses qui viennent de chez Altior. Hein. Il y a des outils. L'analyse de cycle de vie, c'est normé et on utilise des outils qui sont normés. Et on en déduit un peu les points d'impact sur l'éco-conception et sur l'impact écologique d'un produit. Donc on a parlé des matières plastiques recyclées. C'en est une première. Après, il y a tout un volet extrêmement important qui est la partie électronique, la partie électrique, dont un point qui est très important. Alors ça ne se voyait pas forcément dans l'analyse de cycle de vie qu'on l'a montré parce que pour le coup il était relativement faible, mais c'est tout ce qui concerne la consommation du produit. Donc qu'il soit sur pile ou alimenté, c'est le même problème. Souvent on a tendance à regarder la consommation uniquement des produits qui sont sur pile, parce qu'on se dit bah voilà, c'est la durée de vie de la pile, c'est l'expérience utilisateur. Mais dans le cadre d'un produit qui est alimenté, la consommation est extrêmement importante. Je prends un exemple, dans le smart home ou le smart building, où vous allez intégrer des produits pour piloter, par exemple, vos volets roulants. Ces produits, ils vont utiliser des protocoles radio et donc ils vont écouter en permanence une bande de fréquences pour pouvoir recevoir l'information de « je dois m'ouvrir, je dois me fermer ». Si ces produits ne sont pas optimisés en termes d'énergie, vous avez 5 ou 10 volets roulants chez vous. Imaginons que chaque produit consomme 1 watt ou 2 watts en état d'attente et de repos. Vous faites le calcul, vous allez consommer 20, 30, 40 watts en permanence. Faites le calcul sur 365 jours, 24 heures par jour. En termes de kilowattheure, à la fin de l'année, ça fait énormément d'énergie. Donc se poser la question de
l'efficacité énergétique de votre produit. C'est vrai quand vous utilisez des piles, bien sûr, mais c'est aussi vrai sur des produits qui sont alimentés. Trop souvent, quand on parle d'objets connectés, on se dit « Ah bah c'est bon, le produit il est branché sur le secteur, on a de l'énergie, on ne se prend pas la tête et on peut faire tourner 1 milliard de fonctions en même temps. » Non, parce que l'impact écologique, en l'occurrence, et quand vous faites une analyse de cycle de vie, ça va faire exploser ce critère-là en termes de bilan carbone. Alors ça dépend aussi d'où vous êtes, si vous utilisez de l'énergie qui est carbonée ou décarbonée. Donc en France, on a la chance d'avoir une énergie qui est principalement décarbonée. Donc si on regarde purement le bilan carbone, ça va avoir un impact faible, mais c'est quand même un point extrêmement important sur la consommation électrique. Autre point très important, quand on fait une analyse de cycle de vie et qu'on fait de l'éco-conception sur les objets connectés, c'est le choix des composants électroniques. Alors on se dit tous les composants électroniques sont égaux. Non, c'est pas vrai. Alors je ne sais pas s'il y a des experts des composants électroniques dans la salle, mais quand vous parlez composants électroniques, souvent vous parlez de différents packages. On voit des BGA, des QFN, ce genre de choses. Donc ça c'est le package plastique ou mécanique qui se trouve autour du composant électronique. Et en fait, certains composants électroniques, certains packages, on nécessite beaucoup plus d'énergie pour être manufacturés. Et là, en l'occurrence, on est plutôt sur de la manufacture en Asie, en Inde, en Thaïlande, en Chine, donc là qui est absolument pas décarboné. Et donc du coup, l'impact carbone est assez important. Donc nous, dans nos analyses de cycle de vie et dans les démarches d'éco-conception qu'on prend derrière, c'est de bannir certains packages et de privilégier d'autres packages de composants qui ont un impact d'un point de vue bilan carbone bien moindre. Troisième point, c'est la durabilité au niveau de la partie électronique. Alors la durabilité, c'est transverse, hein, c'est pas que sur la partie électronique, c'est électronique et mécanique. La durabilité, souvent, on la confond avec la garantie du produit. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Un produit, il est garanti 1 an, 2 ans. C'est une garantie légale, c'est une démarche purement commerciale. On dit voilà, je garantis mon produit 2 ans parce que dans mon business model, il faut que je le garantis 2 ans. Ça ne veut pas dire que mon produit doit être durable 2 ans, sinon ça s'appelle l'obsolescence programmée. Et la durabilité, c'est un critère chez nous, dans nos cahiers des charges, quand on travaille avec nos clients, il y a un critère de garantie et il y a un critère de durabilité. Et la plupart du temps, le critère de durabilité, il est 4, 5, 6 fois plus élevé que le critère de garantie. Et ça, qu'est-ce que ça implique? C'est de faire des tests d'endurance et de robustesse sur les produits. Je prends l'exemple d'une télécommande qui doit avoir une durabilité, je ne sais pas, de 10 ans. On estime que l'utilisateur va appuyer 10 fois par jour sur le bouton. Et donc, du coup, on dimensionne des tests de qualification et des tests de durabilité qui permettent de s'assurer que le bouton est capable de tenir 10 fois 365 fois 10 ans. Et ça, pareil, c'est important de le spécifier et c'est important de le considérer dans cette démarche d'éco-conception et d'éco-fabrication qui arrive derrière. Quelques exemples pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Altior. Donc, j'ai pris des exemples de produits, on va dire, plus orientés sur pile ou voire en energy harvesting. Je vais en parler un peu. Donc, c'est tout ce qui concerne des télécommandes dans le monde du bâtiment et de la maison connectée. Donc là, c'est pour la société Nodon. Aujourd'hui, pour la société Nodon, on développe et on met au point des produits qui sont autosuffisants en énergie, principalement sur tout ce qui concerne le contrôle, les interrupteurs ou les télécommandes. Pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, on développe de plus en plus ces systèmes connectés, on enlève de plus en plus le fil entre le récepteur qui peut être le volet roulant et l'émetteur qui est la télécommande. Sauf que si vous mettez des piles dans cet émetteur, dans cette télécommande, même si la pile elle dure 5 ans ou 10 ans, à l'échelle du nombre d'émetteurs que vous allez avoir dans la maison et de nombre de personnes qui vont s'équiper de ces systèmes, ça va avoir un impact écologique colossal. Sans parler d'une expérience utilisateur absolument insupportable. Parce que quand vous devez changer une fois tous les 5 ans la pile de la télé, ça va, vous avez une télé, vous changez une fois les piles, c'est réglé. Comptez le nombre d'interrupteurs que vous avez dans votre maison, vous en avez 20, j'en sais pas, 20, 30. Si vous devez changer les piles de ces 20-30 interrupteurs qui tomberont en plus, pas en panne en même temps, au bout de 5 ans, vous allez passer une fois par mois, vous allez changer des piles. Donc ça, c'est l'expérience utilisateur. Bien sûr, en résulte derrière un impact écologique qui est extrêmement fort. Donc il existe aujourd'hui des solutions pour les objets connectés, on appelle ça des solutions d'énergie harvesting, capables de venir récupérer l'énergie dans son environnement. Cette énergie, elle peut être mécanique, dans le cas d'un interrupteur. Vous appuyez sur le bouton, c'est le mouvement mécanique
du bouton qui permet de générer l'énergie, qui permet d'envoyer le message au récepteur. Vous avez aussi de la récupération photovoltaïque, qu'on trouve énormément dans tout ce qui concerne les capteurs environnementaux ou ce genre de choses. Des capteurs qui mesurent de la température ou l'humidité sur les toits des bâtiments. On n'est pas forcément contraint en dimension. On peut venir les équiper d'une cellule solaire et être autonome en énergie. Il existe aussi des récupérateurs de vibrations. Enfin, il y a tout un tas d'énergie qui peut être récupérée. Et c'est important dans la démarche de conception de votre produit de vous poser la question, est-ce que je peux utiliser ces technologies de récupération d'énergie pour réduire l'impact sur le bilan carbone de la durée de vie et de la consommation énergétique de mon produit. Autre point très important, quand on parle de l'analyse du cycle de vie et de l'impact écologique d'un produit, c'est son packaging. Et je vais laisser Bastien vous en parler un petit peu. Oui, donc c'est vrai qu'au niveau du packaging, bon, les packaging, les travaux d'éco-conception, beaucoup déjà ont été faits sur des packaging pour le grand public, sur de l'alimentaire aussi notamment. Donc c'est aussi un axe d'amélioration pour les produits connectés, les produits électroniques, parce que d'une part, on se rend compte que souvent quand on fait un produit connecté, on aime bien mettre un packaging un peu sympa, qui a des beaux effets avec des petites boîtes qui s'ouvrent dans des plus grosses boîtes. Donc voilà. Avec la durée de vie qu'on connaît d'un packaging chez l'utilisateur, quand on reçoit son produit, le packaging, il ne tient pas très longtemps avant d'être mis à la poubelle. Donc en fait, ça devient un vrai axe d'amélioration. Et donc forcément, ça permet de réduire le bilan carbone du produit, puisqu'on diminue la matière, la quantité de matière, et on diminue donc ce qui est nécessaire à la fabriquer. Donc ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on essaie de s'orienter sur des packagings qui sont monomatériaux, pour que la gestion elle soit simplifiée chez l'utilisateur, qu'il ne se demande pas où est-ce que je jette ça, où est-ce que je jette la seconde partie. Donc vous avez là à l'écran un exemple entre à gauche un ancien packaging, donc qui avait un peu de plastique, un peu de carton, un sticker, un peu de mousse en dessous, qui était plutôt joli en rayon. Mais qui au final, avec de la colle aussi entre certains éléments, mais au final, quand on arrivait chez soi et qu'on ouvrait le packaging, eh ben, la mousse qui était collée avec le carton, ça se mettait pas ensemble, on savait pas trop où jeter tout. Donc il y a un travail qui a été fait en ce sens-là, et à droite, c'est la nouvelle version. Donc pour vraiment diminuer la matière, on n'est plus que sur du carton, qui en plus là est du carton recyclé. Avec voilà, vraiment minimaliste pour simplifier au mieux, éviter plusieurs matières et réduire aussi les éléments qui ne sont pas essentiels, donc qui est un critère important. Pas de fioriture, ne pas mettre d'éléments qui sont juste là pour décorer, réduire le packaging à l'essentiel, et en plus, eh ben, ça coûte moins cher. Et là, l'impact, il est non seulement directement dans le bilan carbone du packaging en soi, parce qu'il prend moins de place, parce que c'est du papier recyclé, c'est de l'encre végétale, mais l'impact, il est aussi lié au transport. Il est aussi lié à l'étape de mise au tri du produit. On travaille beaucoup dans les industries du bâtiment connecté, et aujourd'hui, vous vendez du matériel à des électriciens ou des installateurs qui sont sur le chantier, qui installent 1000 produits comme ça dans la journée. Si ils sont obligés d'avoir 5 poubelles parce qu'il y a un peu de plastique, il y a un peu de carton, il y a un peu de mousse, il y a un peu de machin, en fait, ils ne le font pas. Ils n'ont pas le temps, c'est pas possible. Donc l'utilisation d'une monomatière, comme l'expliquait Bastien, c'est un point qui est extrêmement important. Et en plus, comme l'expliquait aussi Bastien, ça va dans le sens du coût. Ce qu'on vous propose là, et on va en parler après de manière un peu plus générale, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. D'un point de vue marketing, je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les arguments qui permettent de défendre pourquoi on prend des packaging qui sont simples, qui ne sont pas forcément avec 15 000 couleurs, qui sont en papier recyclé. Et aujourd'hui, voilà, nous, on prône, en tout cas chez Altior, d'arrêter d'utiliser ces packaging type Apple, comme beaucoup l'appellent, où en fait, il y a de la colle, il y a des opérations manuelles et qui coûtent en plus une fortune sur le prix du produit et qui ont une durée de vie, en l'occurrence, de 10 minutes. Donc ce point du packaging, c'est un point aussi extrêmement important.
Un point aussi qui est important, c'est la réparabilité. Alors Bastien, il en a parlé un peu en introduction de l'indice de réparabilité. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans le cadre législatif, la grande majorité des objets connectés, ou en tout cas des objets connectés au sens de ce qu'on voit aujourd'hui sur le SIDO, c'est des produits qui ne sont pas soumis à cet indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, il est plus pour les machines à laver, les tondeuses, les frigos, ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas de cadre législatif aujourd'hui dans les objets connectés. Et ce n'est pas effectivement, selon le type d'objet, la plupart du temps, l'acte de réparabilité, il n'est pas intéressant économiquement. Parce que quand vous achetez un objet connecté à 20 euros, à 50 euros ou à 100 euros, effectivement, la mise à disposition de pièces détachées, l'acte de réparabilité peut être un peu une aberration économique. Ce qu'on propose, nous, c'est... Alors, pourquoi pas aller dans la réparabilité de l'objet au moment de sa mise après sa mise sur le marché, mais en tout cas, prévoir une réparabilité ou une mise à jour de l'objet dans son processus de fabrication. Je suppose qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont développé ou qui ont des sociétés dans lesquelles vous avez développé des objets connectés. Des fois, il se passe des choses que vous n'avez pas prévues pendant le processus de fabrication. Il faut reflasher un firmware, refaire un test sur un produit. Si votre produit il est complètement packagé dans du plastique et vous avez accès à rien du tout, vous n'avez pas accès à de la mise à jour de logiciels à distance, vous n'avez pas accès à des pointes de programmation quelque part dans le produit caché, il faut démanteler le produit, il faut le démonter, et dans certains cas, il peut même ne pas être utilisable. Donc nous, on va prôner vraiment l'utilisation de ces technologies de mise à jour du produit, soit avant sa livraison, soit après sa livraison. On entend souvent parler de mise à jour OTA, over the air d'un produit. Pareil, ça vient maximiser ce que j'expliquais tout à l'heure, la durabilité d'un produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sortez un produit, surtout dans le monde des objets connectés qui évolue extrêmement vite, vous sortez un produit, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez imaginer des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux protocoles radio. Si vous n'avez pas développé votre produit de façon à pouvoir mettre à jour son logiciel, dans 2 ans, dans 3 ans, votre produit pourra être obsolète. Par contre, si vous avez développé un hardware, un matériel relativement générique, et la possibilité de mettre à jour son logiciel dans le cycle de vie du produit, vous allez pouvoir rajouter plein de fonctionnalités, et même des fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas pensé à l'instant où vous avez sorti le produit. Donc ça, c'est des points très importants, et c'est des points chez Altior aussi sur lesquels on vous encourage de rendre le hardware le plus générique possible. Parce que dans ce monde qui est extrêmement innovant et qui n'arrête pas de bouger, c'est sûr que vous avez oublié des fonctionnalités dans votre produit, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer dans 3 ans. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et un point aussi qui est important sur la réparabilité, Thomas, on a un peu parlé tout à l'heure quand on montrait la boucle de recyclage. Donc en fait, au niveau des plastiques recyclés, on a principalement 2 flux. Les clients pour lesquels on va proposer d'injecter leurs produits en matière plastique recyclée pour ensuite les distribuer. Et les clients avec lesquels on est capable de mettre en place la boucle. Donc c'est-à-dire les clients qui sont capables de récupérer leurs produits et pour ensuite ne pas jeter la matière, mais la recycler à nouveau pour leurs nouveaux produits. Et donc là, effectivement, la réparabilité, elle va avec la démontabilité forcément. Et là, c'est obligatoire d'avoir pensé ça dès le design, dès la conception, pour ensuite gagner du temps pendant le démontage et qu'on puisse effectivement séparer toutes les matières, bien les isoler et pouvoir les recycler entre elles. Donc, même des choses qui sont un petit peu à la mode, comme faire du bimatière, de la bi-injection, du surmoulage, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter au contraire, parce qu'elles vont souder entre elles et rendre indémontable en fait un assemblage entre 2 pièces, entre 2 matières. Donc voilà, et qui encore une fois va nous gêner pour après récupérer des flux propres et qu'on peut facilement intégrer dans la boucle de recyclage. Et même au niveau de la définition de vos business models, vous pouvez réfléchir à cette boucle fermée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on développe un produit, très souvent, on le met sur le marché et ensuite on paye la D3E et le produit il est démantelé par je ne sais qui. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, la façon dont il est démantelé ne permet pas de recycler principalement les matières. Ce qui ressort de ce démantèlement est très généralement pas exploitable. Par contre, vous définissez des business models autour des objets connectés. Réfléchissez si vous avez un moyen d'encourager vos consommateurs ou vos clients à retourner le produit. Parce que si c'est vous qui gérez votre boucle de recyclage et que c'est vous qui avez conçu le produit ou avec vos partenaires, vous allez pouvoir justement valoriser cette partie-là et pouvoir récolter la matière comme vous l'avez imaginé, plutôt que de mettre ça dans un
dans un mastodonte du recyclage qui lui est pas là pour valoriser la matière. Enfin, il est là pour valoriser la matière à son sens, mais il n'est pas là pour recycler la matière et refaire des pièces d'aspect ou des pièces mécaniques. Parce que tout ce qu'on présente aussi ici, et Bastien a bien insisté au niveau de l'utilisation des matières plastiques recyclées, pardon, c'est de faire de la matière plastique, de faire des matériaux recyclés qui ont des propriétés mécaniques qui sont quasi identiques à de la matière vierge et des propriétés d'aspect qui sont, elles, identiques. Je vous invite à venir sur notre stand si vous voulez. On a des produits en matière plastique recyclée, on a des plaquettes de matière plastique recyclée. J'invite quiconque à savoir entre deux produits en vierge et en recyclé qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, justement, en maîtrisant cette boucle de recyclage, en nettoyant la matière et en connaissant sa provenance, on est capable de faire de la matière qui est identique en termes d'aspect et très souvent en termes de propriétés mécaniques selon ce qu'on demande au produit, à un produit en plastique vierge. Sauf que on n'a pas fait du craquage de pétrole et on a un bilan carbone qui est 50% ou 70% inférieur dans cette boucle de recyclage. Donc pour donner un peu corps à tout ça, on a décidé chez Altior de créer un indice qu'on présente en exclusivité ici au SIDO. C'est la première fois qu'on présente cet indice. Ça fait longtemps qu'on parle d'éco-conception et d'éco-fabrication chez Altior, mais c'est la première fois qu'on présente cet indice. Et le but de cet indice, c'est de donner corps à toute cette démarche Design for Tomorrow. Donc on appelle ça l'indice DFT. Donc je l'ai rappelé en intro, mais le métier d'Altior, c'est de concevoir et fabriquer des produits pour nos clients. Donc on est un sous-traitant industriel qui fabrique des produits pour nos clients. Et du coup, au travers de ce scoring et au travers de cet indice, on va inciter nos clients à prendre en compte des démarches d'éco-conception. Donc on retrouve les grandes familles qu'on a évoquées tout à l'heure, l'électronique, la mécanique, le packaging. Alors il y a du bonus aussi, on pourra en parler plus en détail si vous avez des questions après. Mais l'idée, c'est d'avoir une notation sur ces différents métiers et ensuite d'en déduire une note. L'idée, c'est pas de se dire « Ah, vous avez 1 sur 5, vous êtes nul, vous avez 5 sur 5, vous êtes les meilleurs ». Non, tout ça, c'est une démarche positive. Et donc l'idée, c'est de se dire « Ok, si vous avez 1 sur 5, vous êtes en phase d'initiation, en phase de décollage, en phase d'accélération, de maturité ou en phase d'excellence ». Et en fait, en mettant une note à ces produits, on veut vraiment encourager nos clients à prendre en compte cette démarche. Et cette démarche, elle est absolument écologique. 99% de ce qu'on va vous proposer pour accéder à un niveau de maturité ou à un niveau d'excellence ne vous coûtera pas plus cher. C'est aussi ça la démarche. C'est pas de se dire ok, je veux un niveau de maturité 4 étoiles ou 5 étoiles, mais en fait ça va me coûter beaucoup plus cher. Non, aujourd'hui la matière plastique recyclée, ça coûte le même prix. D'utiliser du packaging simple et recyclé, ça coûte moins cher. D'intégrer des fonctionnalités d'éco-conception dans les produits pour faciliter le démantèlement, si on y a pensé suffisamment tôt, ça ne coûte pas plus cher. De prévoir une mise à jour à distance du firmware, ça ne coûte pas plus cher. Donc tout ça, c'est vraiment une démarche écologique. Il faut voir ça pas comme une démarche, même à votre titre. Il ne faut pas se lancer dans cette démarche à but de gagner de l'argent en se disant « Ah, je vais faire de la matière plastique recyclée, ça va me coûter moins cher ». Non, la démarche, elle est écologique. Il faut que vous ayez cette démarche en tête et il faut que ça soit ça qui drive votre volonté d'avancer sur cette démarche-là. Et c'est extrêmement important. Et on va vraiment vous encourager à essayer d'atteindre les meilleures notes possibles pour atteindre de l'accélération, de la maturité et pourquoi pas de l'excellence. Alors on est conscient que ce label, c'est un label Altior, c'est pas un label partagé par un organisme de certification et on espère qu'un jour les organismes de certification sortiront ce genre de label au même titre qu'ils ont sorti l'indice de réparabilité sur le matériel blanc et le matériel gris. Mais l'idée c'est d'avoir ce niveau-là et de partager aussi avec vous le scoring. Pourquoi vous avez eu cette note-là, pourquoi vous avez 20 sur 25 en électronique et vous, ça vous permet aussi derrière de mettre en avant cette démarche, pourquoi pas de communiquer dessus si vous avez envie de communiquer dessus, mais de faire ça en toute transparence et d'essayer d'atteindre des niveaux d'éco-conception et d'éco-fabrication les plus performants possibles. Et le but ultime, c'est de réduire l'empreinte carbone de votre produit ou de votre solution. Donc voilà pour cette introduction à cette démarche Design for Tomorrow et à l'éco-conception et à l'éco-fabrication chez Altior. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, on se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous en avez, mais qui vous viennent dans un jour, dans une semaine ou dans un mois,
Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux d'en discuter avec vous. Oui, comment ça se passe? Faut que je donne mon micro, c'est ça? Ah, c'est bon. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. Question pour vos clients, il y a toujours la question du time to market et aller très très vite, etc. Et souvent, les démarches d'éco-conception viennent un peu, enfin à tort ou à raison, mais viennent un peu en contradiction avec la volonté d'aller très vite. Comment vous gérez ça d'un point de vue argumentaire avec vos clients pour leur dire que la vitesse, c'est pas enfin, que ça bloque pas forcément la vitesse aujourd'hui dans la mise en marché d'un produit? Alors ça va dépendre à quel moment on se pose cette question. Si on se la pose, et c'est aussi l'intérêt de ce label que j'ai présenté, c'est directement de sensibiliser là-dessus. Si on se la pose au début du projet, Bastien pourra peut-être en parler, qui a une forte expérience dans la conception mécanique, mais je ne pense pas que ça soit particulièrement contraint et que ça pose des problèmes de time to market. Par contre, effectivement, si on se lance dans une conception et on est obligé de faire marche arrière parce qu'on a oublié d'intégrer de l'éco-conception, là, ça va avoir un impact fort sur le time to market. Ça, c'est sur la partie conception. Sur la partie utilisation des matières plastiques recyclées, on n'est pas rentré trop dans le détail parce qu'on n'a pas non plus 3 heures devant nous. Mais il faut savoir que la manipulation et la transformation de la matière plastique recyclée, c'est exactement le même processus que de la matière plastique vierge. Donc vous pouvez développer un produit, faire un moule d'injection, et à ce moment-là, ne pas être sûr encore, pour des raisons de propriété mécanique par exemple, ou d'aspect, si vous allez utiliser de la matière vierge ou de la matière recyclée. Donc vous pouvez faire un test en recyclé, regarder si l'aspect convient, regarder si les propriétés mécaniques sont bonnes, et si ce n'est pas le cas, switcher sur de la matière plastique vierge. Donc c'est globalement un procédé qui est assez flexible en termes de fabrication, et par contre qu'il faut anticiper en termes de conception. Mais je ne pense pas que si elle est anticipée et si elle est prévue dès le début, ça vient créer des retards dans le time to market. Bonjour, vous pouvez nous en dire plus sur l'indice bonus, s'il vous plaît? Ce que vous mettez dans le bonus? Bastien? Oui, donc en fait, on a fait une catégorie un peu annexe qui s'appelle bonus. C'est pas pour cacher les choses, mais c'est simplement parce qu'en fait, c'est une catégorie qui ne va pas dégrader votre note. En fait. Vous allez entrer dans décollage, initiation, selon votre note sur les 3 étapes d'avant, donc électronique, méca et packaging. Si par exemple une de ces 3-là a une note sur 25 inférieure à 5, je crois, on est de base tout en bas. Donc en fait, le bonus il rentre pas là-dedans, tout simplement parce que il peut, les éléments qui sont dans bonus, c'est des éléments qui peuvent apporter des coûts supplémentaires. Par exemple, on parlait de l'ACV. L'ACV, c'est une prestation qui est coûteuse, qui prend du temps homme, donc qu'on vend aux clients. On ne peut pas la mettre dans les critères qui sont obligatoires et qui vont définir la note. Donc si l'ACV a été faite, ça va apporter des points bonus. Dans le bonus, on a aussi on a une catégorie, une ligne qui est sur n'importe quel élément valorisable environnemental que le client peut apporter. S'il a lui-même des solutions ou des choses à valoriser, ça rentre là-dedans. On a aussi un autre élément rapidement qui est sur des outils d'autodiagnostic. On parlait de la réparabilité et tout ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits qui retournent en SAV alors qu'ils ne sont pas du tout cassés. Simplement une mauvaise compréhension ou ne pas savoir où est la panne. Donc on a certains clients et on développe pour certains des briques qui permettent d'aller dans ce sens-là et éviter faire des allers-retours de produits pour rien. Donc voilà à peu près le bonus, ce que c'est. Merci. Il y a des questions partout. Oui, bonjour. Ma question, c'était sur le produit Nodone. Sur le produit Nodone, est-ce que vous avez une fiche comparative
du profil environnemental entre un interrupteur classique et le produit IoT que vous avez présenté? Alors, est-ce qu'on a une fiche à disposition là maintenant tout de suite? Non, mais on fait des analyses de cycle de vie sur la plupart des produits Nodon et on pourrait effectivement faire une analyse de cycle de vie entre un interrupteur sur pile et entre un interrupteur en energy harvesting. En fait, quand vous faites ce genre d'analyse de cycle de vie sur des produits relativement peu volumineux, avec un impact on va dire électronique assez faible, la durée de vie, le cycle de vie du produit va avoir un impact assez fort sur l'analyse du cycle de vie. Donc on pourrait faire l'étude comparative, on l'a pas, mais c'est effectivement une très bonne idée de faire l'étude comparative d'un même produit qui utilise des piles versus un produit en energy harvesting. En fait, effectivement, enfin, sur ce produit-là qu'on a montré, si on regarde cette analyse de cycle de vie de celui-là, effectivement, comme il est branché sur le secteur et qui consomme en permanence, la phase d'utilisation, c'est elle qui va le plus contribuer au bilan carbone et aux impacts environnementaux. Sur un autre produit pour lequel on a fait une ACV et qui était un petit produit très simple qui fonctionnait sur pile, le packaging représentait à peu près 10% de l'impact global du produit. Donc effectivement, c'était un packaging qui n'était pas optimisé. Donc c'était un packaging qui était gros par rapport à la taille du produit. Donc à peu près 10%, c'est la marge d'amélioration qu'on a en passant sur quelque chose de très simpliste et de minimaliste comme ça. En fait, ça va dépendre de la typologie du produit à chaque fois, la répartition des impacts. Mais de manière générale, l'analyse de cycle de vie vient détruire toute idée reçue sur un produit. C'est assez bluffant, hein. Enfin, faites-en. Il y a des outils alors payants, il y a des moyens de faire des petites analyses basiques avec des outils plus simples. Mais vous verrez, c'est assez bluffant. On ne se rend pas compte à quel point des éléments qu'on n'avait pas du tout soupçonnés et qui sont très faciles à corriger ont un impact énorme sur le bilan carbone. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant la genèse et le commencement en fait, de toute cette démarche. Est-ce que c'est l'entreprise Altior qui a été motivée, enfin, ou est-ce que c'est des clients, des demandes clients qui ont motivé cette démarche? Parce que vous allez quand même jusqu'à un label, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans votre entreprise. Alors d'où ça vient? En fait, ça date d'il y a plus de quasiment 10 ans aujourd'hui. En fait, on travaille pour un gros client que je peux malheureusement pas citer, mais sur lequel il y a toute une démarche importante de refurbishing, donc sur des produits qui ont plusieurs vies. Donc la démarche de refurbishing, c'est je vends un produit, j'ai un moyen de récupérer le produit, je lui redonne une seconde vie. Et en fait, au travers de cette démarche de refurbishing, très vite, on a eu accès à énormément de déchets, entre guillemets, plastiques. Et assez vite, on s'est dit, en fait, ces déchets, il faut les valoriser. Et donc, en fait, on est rentré dans cette démarche d'éco-conception et d'éco-fabrication. C'est pour ça que je dis souvent éco-conception et éco-fabrication au travers de la matière plastique recyclée. Parce qu'on a eu accès depuis quasiment 10 ans, et ça s'est vraiment accéléré les 3 dernières années, à une source de matière plastique énorme qui, en les recyclant, nous donne accès à de la matière plastique réutilisable pour l'ensemble de nos clients. Et ensuite, voilà, on est parti de ce point-là et on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette démarche? Et on a ajouté l'ensemble des éléments qu'on a pu présenter dans cette présentation. Mais voilà, c'est vraiment une chance qu'on a hein, chez Altior. On en est conscient d'avoir accès à cette source de matière plastique qui aujourd'hui représente des dizaines, voire des centaines de tonnes de matière plastique et qui nous permet de proposer assez facilement à nos clients du plastique recyclé, là où pour plein d'autres, c'est difficile, voire extrêmement coûteux. Vous prenez le marché de la bouteille en plastique, par exemple. Le plastique, le PET, donc qui fait les bouteilles plastiques, le PET recyclé coûte beaucoup plus cher. Alors je ne sais pas combien de pourcents plus cher, mais coûte plus cher que le PET vierge, parce qu'il y a une telle demande dans ce domaine-là que c'est valorisé plus. Nous, on espère que ça n'arrivera jamais parce qu'on ne veut pas que ça soit une démarche économique, mais on veut vraiment que ça soit une démarche écologique. Et un dernier élément aussi qui a contribué à l'accélération du lancement de Design for Tomorrow chez nous, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des appels d'offres, donc pas beaucoup, mais de plus en plus, qui nécessitaient qu'on fasse une ACV du produit.
Et en fait, en faisant ces premières ACV, on a eu ce diagnostic environnemental et on a pu voir vraiment où étaient les impacts. Et on s'est dit, bah, en fait, voilà, les impacts, ils ne sont pas forcément où on pensait. Ils sont à des endroits où on peut agir. Et donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Donc, on a créé Design for Tomorrow. On a mis tous les éléments qu'on connaissait qui permettaient d'agir pas trop difficilement sur le bilan environnemental du produit. Et avec la grosse part matière plastique recyclée qui est intégrée là-dedans aussi. Question juste là, et après là, et après là. Merci pour cette présentation. Je découvre le scoring avec beaucoup d'intérêt. Vous parliez de l'économie potentielle avec le cycle de recyclage. Donc, vous avez vraiment intégré toute cette revalorisation du plastique. Vous avez à peu près une idée de l'empreinte carbone de ce processus-là? Parce qu'on sait pour le plastique neuf, mais... Oui, bah, je parlais à peu près pour 1 kg de matière plastique recyclée injectée, on va économiser entre 3 kg et 4 kg de CO2 émis par rapport à de la matière vierge. Donc ça représente à peu près une baisse par rapport à du vierge entre 60 et 70% d'économie sur le poste matière seulement. Donc on est de l'ordre de 2-3 tonnes au lieu de... un ordre de 2-3 au lieu de 5-6 quoi. C'est ça, ouais. On a des gains qui sont significatifs et c'est pour ça qu'on pousse le recyclé. C'est parce que quand on a des pièces qui font, comme on a vu le clavier avant, qui font 4-5 kg de matière plastique, et ben très vite on en fait 1000, 10 000, c'est des tonnes et des tonnes de CO2, alors que très facilement on peut intégrer de la matière plastique recyclée. Ça a très peu d'impact sur le process de développement. Ça fonctionne à la qualif, le produit ne va pas se casser plus tôt. Donc ça ne coûte pas plus cher, on n'a que des intérêts à le mettre en place et heureusement les clients sont de plus en plus sensibles à ça. Et dans le cas de ce client-là, voilà, il a aussi été très moteur pour lui en mettre de plus en plus dans ce produit-là. Il faut savoir qu'on peut les mélanger aussi. On n'en a pas parlé, mais on peut mélanger du plastique vierge avec du plastique recyclé parce qu'on veut préserver certaines propriétés mécaniques et on peut mettre 50% de vierge avec 50% de recyclé. Ce sera toujours 50% de moins en vierge. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Sur les matières plastiques recyclées, comment vous gérez tout ce qui est les indices de tenue au feu? Vous refaites des tests sur vos matières, etc. ou pas? Ouais, ça c'est une bonne question. La tenue au feu, c'est un sujet dans lequel on est effectivement en ce moment. On a des matières recyclées qui sont V0. Dès lors qu'on recycle la matière, on va perdre la Yellow Card et toutes les certifications UL qui sont autour des résistances au feu. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est faire des tests maison où on a testé des pièces plastiques en vierge, en 20%, 30%, 50% jusqu'à 100% de recyclé. Et en comparant les résultats, voir si la résistance au feu était toujours là. Donc on s'est rendu compte que ça marche toujours, on est toujours bon. On peut même, pendant le process de recyclage, rajouter des additifs V0 pour renforcer la matière. Donc le sujet maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour la certification. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'après, vraiment, on utilise cette matière V0 dans les produits alors qu'on a perdu la certif de la matière vierge. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour pouvoir proposer même du recyclé dans le V0 alors que c'est un sujet sécurité qui est important. Donc on n'y est pas encore, mais voilà, on travaille dessus. Techniquement, aujourd'hui, voilà, les tests montrent que la matière n'est pas dégradée. La question, c'est une question plus normative. Et donc là, il y a un peu de lobbying à faire. Donc si vous voulez nous filer un coup de main, n'hésitez pas. Mais pour justement que ces organismes normatifs intègrent aussi cette démarche de matière plastique recyclée et délivrent des yellow cards, on appelle ça, donc des certificats de tenue au feu notamment, des matières, même si elles sont recyclées, quitte à ce qu'on soit obligé de recertifier des lots. Nous, aujourd'hui, on gère des lots de plusieurs dizaines de tonnes. Donc s'il fallait recertifier tous les lots de 10 tonnes ou plus à notre échelle, c'est possible. Mais il faut qu'on nous donne l'opportunité de le faire et qu'on puisse avoir effectivement un aspect normatif derrière qui encourage tout ça, quoi. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question qui est plus sur le choix des composants. Comment est-ce que vous jugez la viabilité d'un composant plutôt qu'un autre en fonction des métaux rares, en fonction de l'énergie nécessaire pour le produire? Est-ce qu'il y a des bases de données qui existent, des choses de ce type-là? Donc effectivement, alors il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a le premier sujet, c'est
c'est le bilan carbone de la fabrication de ce composant. Donc c'est ce que j'expliquais avec des packages. Donc là, il y a des charts et je pense que même dans les outils d'ACV, c'est catégorisé pour savoir selon qu'on utilise tel ou tel composant, ça a tel ou tel impact. Après, il y a d'autres, parce que quand on parle d'analyse de cycle de vie et quand on parle d'écologie, alors le focus du moment, c'est le bilan carbone parce que c'est le réchauffement climatique, mais il y a d'autres impacts comme sont, vous le disiez, les terres rares, il y a tout ce qu'on appelle le mineral conflict aussi, des matériaux qui sont dans des zones avec des conflits armés pour avoir la main mise sur ces matériaux. Donc il existe effectivement des bases de données qui se mettent à jour au fur et à mesure, au bon vouloir aussi des fabricants. Mais il existe des bases de données. Alors il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Silicon Expert, qui est une base de données qui fait bien plus que ça, mais qui récolte aussi un certain nombre d'informations sur notamment le mineral conflict ou les aspects normatifs. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. Ma question se rapproche de la précédente. Vous avez parlé du recyclage du plastique, des gros plastiques, recyclage des PCB, recyclage des QFN et des BGA. Après, si on va en nouveau en dessous, on se retrouve avec du silicium. Et comment est-ce que vous traitez le silicium dans votre processus de recyclage? Et quelle est votre vision sur le recyclage du silicium à plus long terme? Alors aujourd'hui, effectivement, on n'agit pas encore sur cette partie-là. On n'a pas aujourd'hui de boucle de recyclage du silicium. Aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur la partie plastique parce que c'est ce qu'on maîtrise. Donc, sauf si Bastien a des choses à apporter, mais on n'a pas d'expertise particulière aujourd'hui sur vraiment le recyclage de la partie électronique. Aujourd'hui, la partie électronique est vraiment vue comme un tout. Alors, c'est peut-être l'étape d'après, hein, de dessouder les composants, de récupérer l'époxy du PCB, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est encore vu comme un tout et il n'y a pas vraiment de recyclage. Alors si, ce qu'on peut imaginer, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans votre business model d'imaginer du refurbishing, de pouvoir réutiliser la carte électronique. Donc là, on n'est pas dans le recyclage, mais la réutilisation, et ça peut être... il y a plein de business models qui s'y prêtent, où en fait, on peut réinjecter le même hardware dans des nouveaux produits après l'avoir fait passer sur un banc de test, assurer de la fonctionnalité ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, le silicium est broyé avec la bakélite dans vos étapes de recyclage. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec un organisme de recyclage, effectivement, les déchets électroniques, ils sont... En fait, la carte électronique, tout l'électronique est broyé en même temps. Et ensuite, les recycleurs isolent les matériaux rares pour ensuite les récupérer. Donc ils arrivent à trier vraiment ce qui est ferreux, l'or, tout ce qui a de la valeur et pour lesquels il est important aussi la ressource s'épuise. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais la quantité d'or présent dans les cartes électroniques qui existent, c'est énorme. Donc en fait, ils arrivent effectivement à récupérer tout ça pour derrière revendre la matière et que ça puisse repartir dans le... Excusez-moi de prendre la parole. Il y a du cuivre, il y a de l'or, etc. Mais il y a de la chimie aussi, comme de l'arsenic, qui est mis dans la fabrication des composants, donc qui au final va se retrouver dans le plastique que vous revendez, que vous recyclez. Alors non, nous en fait on sépare la première étape de démantèlement vient séparer le plastique de l'électronique. Donc l'électronique elle est ensuite confiée à un recycleur, un valoriseur classique comme Paprec ou Veolia, je pense, qui récupèrent ça et qui font la valorisation de ces choses-là, ou peut-être des spécialisés dans l'électronique. Mais nous, en tout cas, on ne broie pas, alors peut-être que ce n'était pas clair sur le slide, mais on ne broie pas le produit. On démantèle le produit, on sépare l'électronique et on broie uniquement le plastique. Et ça va même au-delà de ça, on broie le plastique. Par exemple, si on fait du PC, on broie que du PC avec du PC ou de l'ABS avec de l'ABS. On ne fait pas du mélange de ces choses-là. C'est vraiment une étape importante. Alors, il y a quand même une étape de filtrage derrière avec des aimants et autres pour enlever d'éventuels éléments ferreux qui restaient dans le système, mais la carte électronique, elle est enlevée avant ça, quoi.
Ah oui, donc encore moins. J'avais une question sur la partie software. Est-ce que vous vous adossez à d'autres entreprises qui font un peu l'analyse de l'éco-conception des softwares qui vont être alimentés, puisqu'on sait que ça peut être aussi un énorme facteur de consommation. Est-ce que vous le faites vous, ou est-ce que vous vous adossez sur d'autres personnes pour le faire? Aujourd'hui, on ne le fait pas encore, c'est vrai. C'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Je n'ai pas connaissance de gens qui font ces démarches-là, mais si elles existent, on serait effectivement très content de discuter avec eux et de voir s'il y a des bonnes pratiques à faire pour effectivement limiter des requêtes sur des serveurs ou ce genre de choses. Effectivement, c'est un point qu'on n'a pas encore exploré aujourd'hui. Plus d'autres questions? Ben, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on a un stand là dans l'allée, ça doit être je ne sais pas trop quoi. Si vous voulez venir nous voir, continuer à discuter ou voir un peu ce qu'on fait, on sera heureux d'échanger sur ces sujets d'éco-conception. Merci.